On n'a jamais autant parlé des gens au potentiel Oui. et de toutes ces singularités cognitives. Et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous ces gens singuliers vont de plus en plus mal. Comment ne pas devenir non plus soit tyrannique, soit complètement déconnecté? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a l'étiquette au potentiel à notre époque qui, justement, renvoie à « t'es prétentieux, tu te prends pour quoi ?» Et donc, des fois, c'est un petit peu compliqué de sortir du placard et de dire les choses. Chez des personnes diagnostiquées TDAH et au potentiel, le diagnostic peut être faux dans 25 à 50% des cas. Il coupe son crayon, il taille sa gomme, il écrit dans sa trousse, il fait autre chose. Et de l'extérieur, on lui dit « TDAH », alors que ça n'en est pas un. Ça peut aussi être juste une inadéquation du système à une temporalité qui n'est pas la même. Moi, je préfère parler de diversité cognitive. Le futur, il est collectif, il n'est pas individuel. C'est pas possible. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si votre vrai problème n'était pas d'être trop sensible, trop intense, trop rapide, mais d'évoluer dans un monde pas toujours adapté à certaines formes d'intelligence? Mon invité d'aujourd'hui est docteur en psychologie, spécialiste du haut potentiel, et dans son tout nouvel ouvrage, Les potentiels singuliers chez Payot, il est question de HPI, bien sûr, mais surtout de conscience, d'intuition, de bore-out, d'alignement avec ses valeurs et aussi de neurodiversité, évidemment, de quoi redéfinir ensemble ce qu'est l'intelligence vivante et pourquoi elle est peut-être devenue l'une des clés du monde de demain, où la singularité, finalement, fait la force de tous. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose Béatrice Millettre. Bonjour. Merci, bonjour. Je suis ravie d'être là. Alors, ravie également, parce qu'on avait fait un épisode précédent qui avait eu un énorme succès. C'est vrai. D'ailleurs, vous me disiez que vous aviez été contactée suite à cet épisode de Métamorphose. Tout à fait. Et vous commencez peut-être, dès l'introduction, à parler évidemment en disant que l'intelligence humaine ne se mesure pas, elle se vit. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça veut dire à propos des tests de QI? Alors évidemment, vous refaites toute l'histoire un peu des tests de QI. Alors ça ne sert pas à rien, c'est un peu un pavé dans la mare. Non, bien sûr, c'est utile et ça a un intérêt. Le test de QI, il est quand même très ponctuel, j'ai envie de dire. Il mesure certaines formes d'intelligence. Dedans, on a des caractéristiques de langage, de rapidité, de vitesse, de perception. Mais c'est pas quelque chose qui est très utile dans le quotidien, finalement. Et les gens qui se demandent s'ils ont une intelligence un peu particulière, finalement attendent de ce test qu'on leur explique comment il fonctionne, qu'on leur explicite leur singularité. Et ce test ne donne pas ça. Il donne la réponse au potentiel oui, non. Mais il ne dit pas vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous avez des grands pieds, une grande chemise, ou voilà. Il dit juste vous êtes plus grand. Et c'est en ça finalement que c'est un peu limitatif pour le quotidien des gens, parce que on sait aujourd'hui quand même, il y a beaucoup de recherches sur les sujets. Moi, j'invente rien, je me fais l'interprète finalement des chercheurs du monde entier, je pense, ou pas tous, mais enfin un peu. Et de dire que l'intelligence aujourd'hui, il y a la quantité d'intelligence telle qu'on peut mesurer comme ça par Tesla, mais il y a surtout en quoi ça rend les gens différents. Donc une intelligence intuitive, une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale. Pour moi, c'est vraiment les hauts potentiels, les gens qui ont un plus grand degré de conscience, plus que juste un QI finalement. Bonjour les amis, j'avais envie de vous parler d'un anniversaire un peu particulier, celui de notre partenaire, les compléments alimentaires Eumine, que vous connaissez déjà si vous écoutez Métamorphose et qui souffle sa 31e bougie. Et pour marquer le coup, Eumine vous propose quelque chose d'inédit, moins 31% sur tout le site, du 9 au 11 juin seulement. Vous le savez, ce que j'apprécie chez Eumine, c'est leur approche très complète et leur formule d'origine naturelle, en passant par les compléments alimentaires pour la peau, l'énergie, le stress, mais aussi par les vitamines ou encore des protéines pour nos amis les sportifs, dont je fais partie. C'est une marque qui accompagne vraiment le corps dans sa globalité avec des formules qui sont simples, c'est ça que j'aime et bien pensées. Et pour cet anniversaire, en plus de bénéficier de 31% de réduction, c'est vous les amis qui bénéficierez d'un petit cadeau avec le code Métamorphose. Une crème visage multivitaminée vous sera offerte, c'est quand même hyper sympa. Alors rendez-vous sur Eumine, je vous appelle OEMIN-nature.com et c'est pendant 3 jours seulement. Retenez bien la date du 9 au 11 juin, alors profitez-en au plus vite. Vous les reconnaissez d'ailleurs, ces fameux potentiels singuliers, quand vous les rencontrez, quand vous les voyez arriver soit en consultation, soit dans la vie, vous les repérez, vous avez un petit truc comme ça? J'ai une petite habitude maintenant quand même. Oui, je me souviens, dans une émission de radio, les gens m'avaient dit, mais vous les reconnaissez, vous avez la boule de cristal. Non, j'ai pas la boule de cristal, je lis pas dans le mar de café quand même. On n'est pas là. Après, peut-être, j'ai rien contre du tout. Mais non, mais quand on connaît bien les singularités, qu'on connaît le sujet, qu'on connaît l'outil un peu dans le détail, on arrive à
mettre en face les choses finalement. C'est pas très compliqué. Alors justement, vous le disiez à l'instant, votre livre est très documenté d'un point de vue des études et scientifiquement. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant de voir que vous êtes appuyé sur vraiment des méta-études, de nombreuses recherches. Vous expliquez qu'on est passé d'un QI un peu 1.0 à 3.0. Alors on ne va pas forcément refaire l'historique, vous le faites très bien dans l'ouvrage. Mais est-ce qu'au fond, cette idée de potentiel singulier, c'était important pour vous de les nommer de cette manière-là, justement? On va définir évidemment ce que c'est pour aller vers ce fameux 3.0. Oui, parce que, vous l'avez dit, je reçois beaucoup de gens qui sont au potentiel, j'en croise beaucoup. Et à un moment donné, la définition de haut potentiel comme étant juste un QI supérieur à une certaine norme, finalement, ça les aide pas. Donc moi, mon objectif, c'est d'aider les gens à être en phase avec eux-mêmes, à être alignés, à être bien dans leur basket, finalement. Et quand on leur dit, bah voilà, t'as un QI de je sais pas quoi, ça sert à rien dans le quotidien, finalement. Et ce dont ils ont besoin, c'est de savoir quelles sont leurs singularités cognitives, comment ils fonctionnent, comment ils peuvent apprivoiser ce fonctionnement et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire finalement. Et en gros, quels sont leurs besoins tout simplement pour pouvoir y répondre. Oui. Et le QI, juste le QI, ça donne pas ça dans le fond. D'autant que je pense qu'il y a pas mal de gens, mais vous allez nous dire, quand on leur dit vous êtes peut-être HPI, ils vont dire alors, pas du tout. Parce qu'il y a tellement d'hétérogénéité dans cette histoire de QI que finalement il peut y avoir des choses qui fonctionnent très vite et puis d'autres qui sont plus complexes en réalité. Oui, tout à fait. Et même, je vais aller plus loin que ça. Donc ça, c'est documenté dans le manuel du test de QI. Monsieur Wechsler, qui a produit le test à l'époque, on a un gros manuel avec le bidule. Et dedans, c'est écrit aussi que... Donc, il a fait des cohortes, il y a les TDAH, il y a les Alzheimer, il y a les hauts potentiels, il y a des tas de gens. Eh bien, pour les hauts potentiels, c'est bien documenté, par exemple, que la rapidité est plus faible que le reste. Donc ça, on le sait, c'est pas forcément une hétérogénéité intrinsèque à la personne, mais intrinsèque à la population, au potentiel, par exemple. Après, on a la mesure du QI et quelle est la frontière pour dire au potentiel ? Donc, la moyenne est à 100. Nous, on a mis la barre à 130. Les Belges à 125. Les Québécois considèrent 10% de la population, ça met 118. Les Chinois, pour certains, ils ont mis à 145. Et la moyenne du QI dans le test de Wechsler, c'est 127. Donc, à partir de là, on se dit, quand même, c'est quelque part entre au-dessus de 120, 118, quelque part par là. Ce qui n'est pas très précis, quand même. Non, ce qui n'est pas très précis, et puis ce qui peut être aussi enfermant, d'ailleurs, dans des cas, parce que le haut potentiel ou le potentiel singulier, déjà, vous le dites bien, c'est pas une pathologie. Non, on n'est pas dans une catégorie de trouble, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Parce que là, vous avez cité le TDAH, par exemple, qui est considéré comme un trouble, même si on pourrait y revenir, d'ailleurs, aujourd'hui. Bon, c'est complexe. C'est considéré comme un trouble. J'ai envie de dire, c'est comme une espèce de spectre, c'est comme l'autisme. Et j'ai été interviewée la semaine dernière sur l'autisme avec des parents d'enfants autistes profonds. Eux, ils revendiquent le handicap, pas le trouble, ni même les singularités. Et parce que dans leur quotidien, c'est un handicap, c'est des situations de handicap en permanence. Et le TDAH, je pense, c'est un peu pareil, c'est la même affaire. C'est qu'on peut avoir des singularités, des troubles de l'attention, et on peut avoir des grosses difficultés, finalement. Et donc, tout ça fait partie de la diversité cognitive. Mais le haut potentiel, c'est un ensemble de singularités, c'est pas un trouble. Oui. C'est pas répertorié dans les troubles de santé mentale. Bien sûr. Voilà. Alors, vous parlez d'intelligence vivante, qui n'est pas isolée, vraiment, qui vit dans le lien, et c'est tout l'objet aussi de cet ouvrage. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et notamment, vous appuyez sur des concepts assez intéressants comme l'autopoïèse, je ne sais pas si je le prononce bien, pensée incarnée, située, étendue, active. Qu'est-ce que ça change, en fait, de savoir qu'on se place, en fait, dans une systémie vivante ? Mais déjà, on n'est pas des Robinson Crusoe sur notre île, on n'est pas isolé, on vit au milieu de gens. Et a fortiori, quand on a des singularités, que notre cerveau ne fonctionne pas exactement de la même façon, si vous ne tenez pas compte des autres en face... vous restez dans votre compte à soi et c'est très délétère, c'est stérile et ça ne permet pas d'être bien soi-même. On est des animaux sociaux finalement et sociables, j'ai envie de dire. Et on sait, ne serait-ce qu'en termes de développement personnel, que l'altérité nous nourrit, nous enrichit, nous fait du bien, nous permet de grandir aussi. Donc si on reste dans son compte à soi, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Et donc, cette conscience de soi et des autres, elle est fondamentale et elle est exacerbée, je pense, elle est chez les gens au potentiel et chez les potentiels singuliers, effectivement. Oui. Et elle est d'autant plus exacerbée, vous le dites très bien dans l'ouvrage, que le monde a quand même changé et qu'aujourd'hui, c'est sûr que la façon dont ce chaos quand même ambiant fonctionne, en tout cas dans nos sociétés peut-être occidentales, il faudrait peut-être aussi aller voir ailleurs, mais aujourd'hui, on en est là. Il peut se sentir en souffrance parce que justement en décalage pour un certain nombre de raisons qu'on va voir aussi. Ça, vous l'avez observé de manière plus accrue peut-être ces dernières décennies ? Oui.
Oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement on n'a jamais autant parlé des gens au potentiel et de toutes ces singularités cognitives que sont aussi bien le TDAH, l'autisme, toutes ces singularités, toute cette diversité cognitive, on n'en a jamais autant parlé. Alors peut-être dans les petits milieux, parce que peut-être pas tout le monde, mais dans les milieux, on en parle beaucoup. Et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous ces gens singuliers vont de plus en plus mal. Alors que, fondamentalement, ils devraient aller mieux, puisqu'on parle d'eux, on les reconnaît, on peut avoir pour les enfants des aménagements à l'école. Dans les entreprises, on parle de diversité cognitive et de neuro-inclusion, et on a des entreprises neuro-inclusives, et pourtant, ça coince. Et ça, c'est difficile, on se dit, mais pourquoi ça coince ? Oui, et je me souviens de cette interview que j'avais faite, je crois que je vous en avais parlé déjà dans la dernière émission, avec un expert du HPI qui avait écrit une bande dessinée là aux arènes, qui disait que finalement, les HPI sont beaucoup moins en souffrance que la majorité des gens. Les potentiels singuliers, en fait, ils fonctionnent tellement vite et tellement bien et que globalement, ils n'ont pas de problème. On voit dans l'ouvrage que ces potentiels singuliers, ils peuvent en fait se retrouver dans des situations où c'est compliqué. Prenons un exemple de cette conscience élargie dont vous parlez, qui est très intéressante. Il y a une espèce d'hyper-perception de ce qui se passe, sensorielle, émotionnelle, cognitive aussi, à plein de niveaux. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Peut-être vous les décrirez évidemment bien mieux que je ne viens de le faire. Non, pas forcément. Ce qui se joue, c'est vrai que c'est cette hyper-conscience, cette conscience de tout ce qui accroche quelque part, en fait, de toutes ces dissonances. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai reçu un enfant un jour. Le médecin lui avait dit qu'il avait une vulnérabilité à l'environnement. Non, ça veut dire quoi, la vulnérabilité à l'environnement ? Et en fait, cet enfant, il perçoit tout. Alors, est-ce que c'est une vulnérabilité ? Je comprends, pour un neurotypique, c'est une souffrance en tout cas. Mais c'est juste sa sensorialité qui est plus fine et plus aiguisée en permanence. On ne va pas lui couper les deux bras. C'est juste sa singularité à lui. Mais pour le coup, ça rend le monde plus difficile, par exemple. Si vous prenez un enfant à l'école qui vient voir la maîtresse en disant le petit bidule est en train de taper sur la petite chose, la maîtresse, pas toute, peut répondre « Oui, arrête de cafeter, mêle-toi de tes fesses ». Sauf que dans la vraie vie du monde adulte, si vous faites ça, vous voyez quelqu'un se faire agresser, non-assistance à personne en danger. Donc ces dissonances-là, l'enfant au potentiel, il les voit, il les prend de plein fouet. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces espèces d'ambiguïté permanente, finalement, de paradoxe permanent ? Et c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Un autre exemple, c'est la neural efficiency, où il y a vraiment des ressources qui sont mobilisées d'un seul coup sur des tâches complexes. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis ensuite, dès que c'est plus vraiment soit intéressant, soit boring, je passe à autre chose, je switch. Et donc on se dit, mais attends, bouge-toi, t'as pas de motivation, etc. Oui, bien sûr. Puis on vous dit, pourquoi tu te compliques la vie pour des trucs simples ? C'est juste pour les rendre faisables, justement. On complexifie les trucs simples, sinon c'est pas faisable. Oui, effectivement, on sait bien que le cerveau des hauts potentiels a une appétence et une meilleure efficacité, une meilleure efficience pour les tâches complexes. Ce qui est facile, c'est compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est facile. Et oui, le cerveau zappe dès que c'est pas... Comme si la complexité rendait les choses intéressantes, finalement. Mais c'est pas une complexité. Quelle forme de complexité ? C'est toute forme de complexité. Ça dépend des personnes. Parce que quand on dit ça, on va dire, oui, en fait, ils aiment résoudre des équations mathématiques, mais pas forcément. Non, pas du tout, pas forcément. Ça peut être de trouver des solutions sur le problème du voisin, sur le problème de plomberie, sur n'importe quoi. Avec aussi cette idée toujours, puisqu'on parlait de sociabilité et de monde vivant, d'aider les autres. Ils sont souvent des gens qui sont tournés vers les autres, qui sont généreux, qui sont altruistes, qui ont, entre guillemets, une plus grande aussi intelligence sociale. Ils aiment leurs congénères. Des fois, ils ne les comprennent pas, ils ne sont pas compris d'ailleurs, mais ils aiment les congénères et ils ont envie de les aider. Donc des fois, ils donnent des conseils, ils disent, tiens, tu devrais faire ça, ça va être mieux. On répond, mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Mais non, mais tu me parles d'un problème, je te propose une solution. C'est aussi cette complexité-là, finalement, qui va les intéresser dans l'aide aux autres. On retrouve un peu un profil de sauveur, entre guillemets, typique. Un peu. Cette intégration dont on parlait, cette hyper-intégration multisensorielle, elle peut prendre quelle forme, justement, au niveau de... Voilà, que vous les citiez, pour que des gens qui nous écoutent puissent peut-être se reconnaître. Oui, d'un point de vue sensoriel, c'est... là, par exemple, j'étais en rendez-vous tout à l'heure avec un papa, il me parlait de sa petite fille. Pour qui l'école, c'est compliqué à cause du bruit. Et donc... Je crois que l'environnement multisensoriel à l'école, il est très présent aujourd'hui. Dans le temps d'avant... une mouche volée. Voilà. Aujourd'hui, parce que j'ai déjà essayé d'aller dans une classe,
Ça bouge de tous les côtés, il y a les grincements de chaises, tout le monde parle, il y a des posters un peu partout pour dire les tables de multiplication et bidule. On est submergé de sensorialité. Eh bien, le haut potentiel, et ça se distingue de l'autisme, il ne faut pas tout mélanger non plus, parce qu'on parle souvent de la sensorialité dans l'autisme. Oui. En fait, il est hypersensoriel. Pas tous, c'est statistiquement évidemment, mais ils sont hypersensoriels. Donc, l'audition est très précise, la vision est très précise, l'odorat aussi, le toucher. Donc, et tout ça en permanence finalement. Mais c'est ce qui donne cette richesse aussi, vous dites, d'intégration multisensorielle, parce que l'environnement, il est multiple, il n'est pas juste un peu d'auditif, un peu je bloque la sensorialité d'un côté, j'ouvre l'autre. Non, c'est multiple l'environnement. Et donc c'est ce qui permet aussi de traiter les stimulations complexes, justement. Oui. Mais là, en vous écoutant, certaines personnes pourraient nous dire vous êtes en train de décrire des hypersensibles qui ne sont pas forcément des potentiels singuliers au sens HPI, finalement. Tout à fait. Oui, on peut être hypersensible ou hypersensoriel sans être au potentiel. Les études nous disent quand même que les hauts potentiels, en général, statistiquement, encore une fois, sont plutôt hypersensibles et hypersensoriels. D'accord, Il y a cette corrélation, la passerelle avec justement l'autisme ou le TDAH, c'est des symptômes qui peuvent être parfois difficiles à démêler aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait, parce que on peut avoir des signes d'appel qui sont des faux amis, et on sait par exemple que des personnes diagnostiquées TDAH et au potentiel, ou chez des personnes diagnostiquées TDAH et au potentiel, le diagnostic peut être faux dans 25 à 50% des cas, à cause des faux amis justement. Parce que, par exemple, un enfant au potentiel qui va plus vite à l'école, dont le cerveau, l'influx nerveux circule plus vite, a une meilleure mémorisation. Donc, ce qu'on dit en gros, c'est qu'il a besoin d'1 à 2 répétitions, si ça l'intéresse, pour mémoriser. Contre 8 à 10 pour un enfant neurotypique. Eh bien, ça veut dire que si à l'école, on lui donne cet intervalle de temps, lui, il a fini très tôt. Tout le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe. Et donc, il s'occupe, il parle aux voisins. Il fait des petits enclos de chèvres. Voilà, il fait des petits enclos de chèvres. Alors, en attendant. Exactement. Il coupe son crayon, il taille sa gomme, il écrit dans sa trousse. Il fait autre chose. Et de l'extérieur, on lui dit TDAH. Alors que ça n'en est pas un. Ça peut en être un, évidemment, ça peut. Mais ça peut aussi être juste une inadéquation du système à une temporalité qui n'est pas la même, finalement. Et donc, c'est là où on peut avoir des signes d'appel qui semblent similaires, mais qui en fait ne le sont pas. Et là, comment vous faites le distinguo ? C'est à travers vraiment l'anamnèse et des questionnements ? Oui, tout à fait. Et dans le TDAH, quand même, il y a cette notion dans les critères diagnostiques. Donc moi, je ne pose pas les diagnostics, je ne suis pas médecin, c'est plutôt un médecin qui pose les diagnostics. Ceux-là, en tout cas. Il y a quand même écrit que ça a un impact sur la vie, le TDAH comme l'autisme, avec des conséquences sur la scolarité pour les enfants et sur la vie sociale. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour le potentiel a priori. Oui. Et c'est là où on revient sur ce que disait le psy dont je parlais effectivement tout à l'heure. Exactement. Comment est-ce qu'on peut en faire, en tout cas, une ressource par rapport à cette conscience élargie ou cette ces hypersensibilités, on peut parler de l'hyperacousie, etc., plutôt que finalement une surcharge subie. C'est vrai que dans des environnements qui sont bruyants, dans des sociétés, vous prenez énormément de cas et qui sont très intéressants dans l'ouvrage, et je vous remercie pour ça, parce que tout à chacun peut se retrouver. Où ils peuvent être dans des environnements où ils se disent moi j'ai compris les trucs, ça suit pas, et en même temps comment ne pas devenir non plus soit tyrannique, soit complètement déconnecté. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que alors il y a l'étiquette au potentiel à notre époque qui justement renvoie à t'es prétentieux, tu te prends pour quoi, on en parle partout, c'est une vue de l'esprit, c'est une mode, c'est les parents qui poussent, voilà. Ce qui fait que quand vous arrivez et vous dites je suis au potentiel, aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas le cas. Aujourd'hui, ça a un peu changé pour le coup. Et donc, des fois, c'est un petit peu compliqué de sortir du placard et de dire les choses. Mais au-delà de ça, c'est comment on emmène les gens avec soi, finalement. Et c'est ça la demande des hauts potentiels, finalement. C'est s'ils vont plus vite, s'ils voient que sur un projet, il faut aller par là, mais que les autres sont encore là, ils n'ont pas encore tout débroussaillé, comment on les emmène sans paraître prétentieux, dictateur, etc., tout ce que vous venez de dire, finalement. Eh bien, moi, je crois qu'on y arrive en se basant sur notre propre expérience de chacun, en disant mais tu vois la dernière fois ça a fonctionné, je peux faire gagner du temps à l'entreprise parce que mon intelligence intuitive fait que des fois je résous un peu plus rapidement, mais que vous avez vu la dernière fois ça avait marché, puis 3 mois après vous êtes arrivé au même résultat. Donc on s'appuie sur les résultats de chacun pour dire c'est l'expérience qui parle, c'est pas juste une vue de l'esprit, je suis prétentieux, je sais pas quoi, ou je veux tirer la couverture à moi, c'est pas ça du tout. Et donc de se baser comme ça sur quelque chose de très concret, en général ça permet d'aller avec tout le monde. Et puis l'autre chose, c'est quand même de savoir comment fonctionne un neurotypique, par exemple.
Et ça, pour un neurodivergent, c'est compliqué. Mais tant qu'ils ne savent pas que les autres fonctionnent différemment, et en quoi les autres fonctionnent différemment, ça ne marche pas. Alors ça, c'est vraiment passionnant ce que vous venez de dire, parce que souvent les neurodivergents sont peut-être déjà dans des familles de neurodivergents, se sont fait amis avec d'autres neurodivergents. Donc pour eux, le monde, en fait, est un monde de neurodivergents. Tout à fait. Make sense, en fait. Et du coup, là, vous dites, bah non, en fait, si on apprend... Qu'est-ce qu'un neurotypique ? C'est une autre forme de neurodivergence pour un neuroatypique. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de diversité cognitive, parce que pour le coup, on inclut les neurotypiques, que dans la neurodivergence, on les exclut. Exact. Et en fait, la question fondamentale dans tout ça, c'est de partir des besoins de chacun. Et le neurotypique, il a droit d'avoir des besoins quand même. Heureusement, c'est un être humain, il a des besoins comme tout le monde. Et puis un jour, il vit un deuil, il vit je sais pas quoi, il vit une difficulté. Et ben, ses besoins cognitifs vont être différents aussi. Et donc là, il rentre dans la neurodiversité pour le coup. Donc c'est vraiment tout le monde ensemble. Mais effectivement, quand on est soi-même neurodivergent ou soi-même neurotypique, peu importe, ben l'autre paraît venir d'une autre planète. Et ça, faut le décrypter à un moment donné en disant, on a deux modes, même plus que ça, on a chacun sa façon de fonctionner. Et si on arrive au résultat, c'est que ma façon, elle fonctionne, c'est que ta façon, elle fonctionne. Tous les chemins mènent à Rome, finalement. Et donc, on fait humanité comme ça. Exactement, c'est d'accepter que tous les chemins mènent à Rome. Et c'est bien pour ça que... le futur, mais on y viendra probablement, le futur, il est collectif, il n'est pas individuel, finalement. C'est pas possible. Et votre livre milite, on y viendra évidemment. Sur la sensibilité aux micro-signaux relationnels. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que à la fois, ça peut être une charge fatigante parce que c'est automatique, c'est une automatisation. Et en même temps, il y a le fait de capter en fait ce qui se passe, ce qui se joue. Tout à fait. Mais on n'en a pas forcément, enfin les personnes concernées n'en ont pas forcément conscience, puisqu'ils sont comme ça. Non, c'est le décryptage effectivement des petites mimiques faciales, d'un petit tiraillement à l'œil qui clignote et qui va me faire dire « tiens, vous êtes fatigué ». Ben non, pas du tout, pourquoi vous dites ça ? Parce que peut-être même vous n'en avez pas encore conscience vous-même, mais que finalement la perception des signaux faibles, c'est ça dont on parle en fait, quels que soient ces signaux faibles, fait que moi je perçois qu'il y a un truc, mon cerveau l'interprète et me dit « pouf, vous êtes fatigué ». Non, pourquoi pas du tout, c'est pas vrai. Mais comment ça, c'est pas vrai ? Alors, si vous me dites que c'est pas vrai, alors que moi, je le sais. Je dis, pourquoi vous me mentez dans ce cas ? Et là, je peux faire monter la mayonnaise, effectivement. Oui, parce qu'il y a une espèce de dichotomie entre ce que je perçois et ce que l'autre me renvoie. Exactement. Et puis, des fois, on n'en a pas conscience. Moi, j'ai une anecdote comme ça que j'aime beaucoup. C'était, je recevais un couple, et puis la dame me disait, de toute façon, mon mari, il n'écoute rien. On peut se dire, c'est un peu lieu commun, mais pas dire. On ne dira rien. On n'avait rien entendu. On n'a rien entendu. Et puis, donc on papote, et à un moment donné, le monsieur, il fait... Je dis, monsieur, donc très clairement, effectivement, vous venez de soupirer. Oui. Et le monsieur me dit, mais non, pas du tout. Excellent. Moi, je trouve ça excellent. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote. Et je dis, mais si, je vous assure, vous venez de soupirer. Il dit, mais pas du tout. Moi, j'écoutais mon épouse. Je suis très impliquée. Je veux vraiment pas me séparer. Donc, non, j'écoute. Je suis très impliquée dans ce qu'on fait ici. Il n'empêche que vous venez de soupirer. On me dit, non, mais quand même. Alors, je dis, mais ok, qu'est-ce qui se passait ? Donc, j'essaye de jouer mon rôle quand même. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Il me dit, en fait, au bureau, il y a un problème, il faut que je licencie un collaborateur. Et je pensais juste à ça en même temps que je vous écoutais. Et donc, très probablement, ce monsieur, pensant à son collaborateur qui doit licencier, fait, c'est pas drôle. Oui. Évidemment. Mais tout à fait en bruit de fond dans son esprit. Donc, il n'avait même pas conscience qu'il avait soupiré. Et sa femme l'avait perçu tout de suite. On disait, encore une fois, il n'écoute pas. Et c'est cette dichotomie aussi, effectivement, de perception entre quelqu'un peut-être d'hypersensible, d'hypersensoriel, et quelqu'un, je ne vais pas dire qu'il est hyposensible ou hyposensoriel, mais peut-être un peu moins sensible en tout cas, et même moins sensible à ce qu'il ressent lui-même. Ça, on peut dire qu'on peut apprendre à le mettre un peu en veilleuse, ou non, au contraire, c'est plutôt bien d'en prendre conscience et puis de se dire, voilà, ça va venir avec le paquet. Le paquet cadeau pour les potentiels singuliers. Ça vient avec le paquet. Si vous voulez, si on le met un peu en veilleuse, c'est comme ce qu'on dit pour les autistes, c'est de faire du masking. Et ça demande beaucoup d'énergie de dissimuler qui on est, en fait. C'est très énergivore, finalement. Oui, mais on peut aussi se noyer dans cette lecture de l'autre. C'est ça. Donc, il faut aussi avoir cette conscience. C'est pour ça que moi aussi, j'aime bien cette anecdote, qui est de dire qu'en fait, cette dame percevait, mais mésinterprétait, interprétait d'une mauvaise façon les signes qu'elle avait perçus. Alors que et en disant à son époux, oui, mais tu vois, tu m'écoutes pas, mais voilà, je t'intéresse pas, plus lui disait, mais si je t'écoute, plus elle dit, mais c'est pas vrai parce que t'as soupiré, mais non, c'est pas vrai, machin, et hop, dialogue de sourds. Et dans le fond, les deux avaient raison, mais pas sur le même plan. Sachant que si lui aussi, il était potentiel singulier, peut-être qu'il avait compris depuis longtemps où elle voulait en venir et qu'inconsciemment, c'est vrai qu'il souffle parce que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Voilà. Ok, donc ça c'est intéressant.
Que disent les neurosciences justement sur cette capacité à traiter simultanément plusieurs signaux faibles? Parce que ça, c'est intéressant, vous en parlez dans l'ouvrage. Oui. C'est assez récent ou pas, d'ailleurs? Je me souviens plus. Je sais plus, mais Oui. c'est-à-dire que en fait, on nous dit on peut pas être multitâche, mais en fait, on est en permanence multitâche finalement, et tout nous parvient en même temps, et notre cerveau va intégrer toutes ces sensorialités finalement. Et donc cette perception des signaux faibles, elle est là aussi. Elle est encore une fois, on vit dans un environnement qui est multiple. On n'est pas dans la planète, c'est pas des petites rondelles de saucisson. L'environnement, il est là en permanence. Et encore une fois, c'est des forces de pouvoir intégrer tout ça en même temps, finalement, de faire cette intégration multisensorielle, parce que ça permet d'avoir les informations justes aussi, finalement. Oui. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, vous parlez aussi de cette pensée en polychronie, c'est ça? Oui. Je dis polychronie ou polychromie? Polychronie, on est d'accord. C'est chronos, le temps. Oui, c'est ça, c'est chronos. Oui, on se pose la question. Non, mais j'ai eu un doute en le relisant. Les choses à faire sont plus importantes que le temps pour les faire. Ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. C'est ce que vous venez de dire dans une société construite sur la monochronie. Oui. C'est important de le redire parce que je me vois quand même ces dernières années, peut-être mois, dire, on a redit exactement ce que vous venez de dire, que le multitasking, en fait, on n'est pas vraiment capable de ça. Donc, concentre-toi sur un truc. Alors que finalement, spontanément, moi, j'aime beaucoup un mot qui s'appelle le mot chaordique. C'est l'ordre dans le chaos. Et on a tendance à lancer des choses et puis faire avancer comme ça des dossiers. Ce que font bien, d'ailleurs, vous décrivez d'autres civilisations. Tout à fait. Et c'est vrai que le multisensoriel, enfin le multitâche, encore une fois, nos sens, nos 5 sens, ils fonctionnent en permanence. Notre cerveau, il fonctionne en bruit de fond. On a ce qu'on appelle le default mode network qui marche en bruit de fond en permanence. Donc, on n'est pas juste monotâche, monobidule. Et la polychronie, moi, je trouve ça très, très intéressant comme concept. Oui. C'est de dire qu'effectivement, en gros, nos sociétés sont plutôt occidentales, sont plutôt monochroniques, c'est-à-dire en bloc de temps. Un peu des rondelles de saucisson temporelles. De 8h à 9h, on fait maths. De 9h à 10h, on fait français. De 10h à midi, on a loué une salle de réunion, donc on fait réunion. Et puis dans le temps aussi. Oui, on se donne un objectif à 2 ans, à 5 ans. Exactement, et dans le temps aussi. Et puis, donc, on utilise comme ça et on remplit ces blocs de temps de manière très simplificatrice. Si j'ai une salle de 10h à midi, j'ai fini ma réunion au bout d'un quart d'heure, j'ai loué la salle de 10h à midi, on reste de 10h à midi. De même ça, on délaie un peu, on dilue, un peu la temporalité pour coller dans 2 heures de temps. Et à l'opposé, je ne sais pas si à l'opposé, le haut potentiel est plutôt polychronique, c'est-à-dire il marche par bloc projet. Donc on lui donne un sujet, et il va se traiter tout d'un coup, il va être à fond impliqué dedans. Et sa salle de réunion, si au bout d'un quart d'heure il a fini, il s'en va. Si au bout de 2 heures il n'a pas fini, il reste 3 heures. C'est en bloc projet, pas en bloc de temps. Oui. Et ce qui fait sens finalement, parce que même si à l'école, au bout de 5 minutes, j'ai fini mon devoir, pourquoi je devrais rester une demi-heure finalement ? Mais quand vous dites ça, c'est vrai que ça refait penser quand même à certaines caractéristiques, soit de l'autisme, soit du TDAH, assez dopaminergiques, sur l'hyperfocus à un moment donné, sur quelque chose. Le mode projet, c'est d'un seul coup ça me plaît, bim, je fonce là-dessus, puis après je passe au reste. Oui, c'est vrai que d'abord, on est dans des neurodivergences aussi. Oui. Après, je parlais pour parler du TDAH. Moi, j'ai un peu des questionnements sur le TDAH en mode hyperfocus. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, encore une fois, sur le TDAH, mais très probablement, aujourd'hui, même les diagnostics d'autisme ont explosé. On est passé de 1 sur 2000. Aujourd'hui, on est... alors, moi, j'ai appris la semaine dernière 1 sur 30 et on s'approche du 1 sur 8. Ah donc, bon voilà. Donc, ça fait beaucoup. Sur l'autisme, hein ? Oui, sur l'autisme. Mais ça veut dire que tous ces gens, aujourd'hui, dans le spectre de l'autisme, ils sont en même temps. Ils ont des capacités cognitives qui permettent de gérer les enjeux. Et c'est pareil pour les TDAH. Ils ont des capacités qui permettent de gérer les enjeux liés au TDAH, finalement. Parce que, entre guillemets, ça n'existe pas, mais un TDAH pur ou un TSA pur, sa vie est compliquée. Il n'a pas ces capacités d'hyperfocus parce qu'il manque de dopamine en permanence, finalement. Ce que vous êtes c'est un peu simplificateur. Hein, oui, mais ce qu'on pourrait être en train de dire, c'est qu'il pourrait y avoir un « et » qui finalement serait quelque chose un peu au milieu, qui serait finalement avec des bouts de chacun, mais sans qu'on sache encore exactement vraiment où ça se passe. C'est vachement clair ce que je dis. Oui, non, mais oui, c'est ça. C'est une espèce d'intersectionnalité entre tout ça, avec, par exemple, le spectre de l'autisme. Dans les critères diagnostiques, on nous dit bien, il faut spécifier, encore une fois, moi je ne les pose pas, mais je connais les critères et je ne pose pas le diagnostic, il faut spécifier niveau 3, besoin de beaucoup d'aide, niveau 2, moyennement d'aide, niveau 1, un peu d'aide. La catégorie 0 aide, elle n'existe pas.
Et aujourd'hui, c'est tous ces gens-là qu'on voit avec besoin de zéro aide, finalement. Et donc, ceux qui ont besoin de zéro aide, enfin, je veux dire, encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est qu'ils ont les capacités cognitives qui permettent de gérer les enjeux. Oui, sinon, ils n'auraient pas, ils seraient pas là où ils sont dans leur vie aujourd'hui. En fait, c'est ça que vous dites. Indépendamment, je veux pas du tout minimiser leur degré de souffrance ou ce qu'ils ont traversé ou ce que ça représente comme énergie pour eux, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont forcément des capacités qui gèrent le trouble. Oui. Et tout à fait. Même s'il peut y avoir une autre forme de souffrance ailleurs, et on l'a vu tout à l'heure. Exactement, c'est pas du tout. Mais c'est cette intersectionnalité qu'on approche aujourd'hui, je pense. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que là, on est peut-être à l'aube de découvrir dans les 10 années qui viennent des choses phénoménales en fait sur ces thématiques encore. Oui, c'est pour ça que certains vous disent mais on est tous autistes, on est tous TDAH, on est je sais pas quoi. Je sais pas si on est tous, mais en même temps c'est un continuum. Quand j'ai tout à l'heure par exemple au potentiel, le seuil il est à 118, 120, 100 machin, 100 bidule, mais en fait ça existe et ça existe pas. C'est un continuum entre et à un moment donné, on met une frontière parce que faut bien définir des choses et qu'on voit des singularités. Les études en général prennent des gens qui ont des QI au-dessus de 120. Comparé à des gens à 100, par exemple. Si je fais la comparaison, j'ai des différences. Si je fais 120 et 125, j'ai pas de différence, par exemple. Bien sûr. Voilà. Quand on parle de polychronie, vous parlez aussi de puttering, ce papillonnage créatif. Alors, j'adore le mot, justement, en anglais. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire, d'ailleurs ? Papillonnage créatif en français, il a un mot Non, il n'y a pas de mot en français. Moi, j'aime bien le décantage ou la décantation. En fait, l'idée, c'est que vous allez aller faire n'importe quoi qui vous fait de plaisir, qui vous fait du bien. Et pendant ce temps-là, votre cerveau va continuer à travailler en bruit de fond pour trouver des solutions. C'est ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Ah non, mais moi, j'adore ça. C'est vraiment contre l'idée du penseur de Rodin, on se prend la tête à deux mains et on fume, et il n'y a que ça de vrai, il n'y a que comme ça que ça marche. Ah, mais non, mais ça ne marche pas du tout, ça. C'est Archimède dans sa baignoire, il ne s'est pas pris la tête à deux mains. Et c'est ça qui est très, très chouette dans ce concept-là, c'est qu'on laisse notre cerveau travailler en bruit de fond. Je crois qu'on est en train de réapprendre que notre cerveau, il peut fonctionner un peu sans nous, entre guillemets. Moi, j'ai remarqué ça peut-être depuis une vingtaine d'années, et le fait de l'avoir vu dans votre ouvrage noté, je vous avoue, ça m'a fait du bien. Parce que ça n'a rien à voir avec l'idée de ou potentiel ou pas. Je ne pense pas que je fasse partie des hauts potentiels, mais en tout cas, il y avait cette idée de ça décante et ça bosse, et en fait, ça peut émerger, et de laisser les choses en fait se faire. Mais oui, et c'est tellement plus confortable. Et ça nous tranquillise en fait. Mais oui, parce qu'on peut s'appuyer là-dessus, et c'est ça ce que j'ai tout à l'heure en fait, de dire à quelqu'un vous êtes au potentiel. Mais ça veut rien dire. Maintenant, vous lui dites va faire un peu de puttering, va faire de la poterie pendant je sais pas quoi. Et là, d'un coup, paf, il a l'idée de génie, et puis paf, il a la solution de son truc, et puis les choses, elles se font toutes seules, sans effort. C'est quand même beaucoup plus fluide et moins énergivore. Absolument. Et là, on touche aussi le fameux état de flow. Mais bien sûr. Bien décrit par les anglo-saxons. Par Shizhen Mial, bien sûr, tout à fait. Vous le prononcez très bien, encore une fois. Je sais pas. Redites-le lentement. Je sais pas très bien, c'est Shizhen Mial. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que cet état de flow, c'est cet état où, en fait, il y a presque une absence ou d'hyper-présence à soi-même. Il y a les deux presque qui cohabitent. Il y a les deux, exactement. Il y a l'hyper-présence parce que vous savez comment vous fonctionnez, vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis, il y a, je suis pas là, je laisse les choses se faire un peu. Oui, je peux dire Shizhen Mial, mais pas je laisse les choses se faire. Moi, j'y arrivais pas avec l'hétérogénéité tout à l'heure. Il y a des mots comme ça, voilà. Et donc, ça veut dire que ces errances, en fait, elles sont nécessaires de toute façon à l'humain pour la créativité. Aujourd'hui, on n'a plus tellement ces temps de vacances, vacances au sens propre du terme, qui permettent l'émergence d'autres choses. Oui, c'est vrai, et on a besoin de... Alors, je ne sais pas si on a tous besoin, quand on regarde la créativité ou les écrivains, où certains vous disent, oui, c'est la muse qui vient, qui m'inspire, et puis voilà, j'écris, c'est l'attrait de la page blanche, ils ne savent pas ce qu'ils vont écrire avant de commencer. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est très codifié, très séquencé, très programmé à l'avance, finalement. Moi, j'ai un peu tendance à dire que la créativité, elle est plutôt... elle diffuse, elle arrive comme ça. C'est plus créatif de ne pas savoir ce qu'on va faire, quelque part. J'ai interviewé Julia Cameron dans cette émission, qui est la reine de la créativité aux États-Unis, avec son idée d'écriture en fait tous les jours. Et elle voit quand même dans les gens qui font ce protocole, donc ces fameuses 3 pages du matin, comme cette vacance en fait de laisser, parce qu'on tombe dans un flow. Elle dit qu'il ne faut pas penser ce qu'on va écrire. On est vraiment dans un exercice presque d'écriture automatique. Oui, tout à fait. Et comme à un moment donné, waouh, il y a une créativité qui émerge, qui est monumentale. C'est beau de voir que des choses simples, en fait, remettent l'humain dans une place de son essence originelle, presque.
Et c'est le Oui, cas c'est avec ça, ça nous l'écriture. remet, je pense, oui, c'est vrai que l'écriture, moi j'ai eu le cas, par exemple, il y a une dame que j'ai reçue, j'ai trouvé ça très très beau aussi, donc on ne cite pas les noms bien évidemment, mais Oui. cette dame a été faire 3 jours de céramique. Et elle me dit le premier jour, en fait elle m'a dit ça m'a fait un voyage. Le premier jour, elle a beaucoup voyagé, elle a été Oui. dans 50 pays, enfin elle a vécu partout sur la planète, enfin bref. Premier jour, elle a fait des petites sculptures, les Grecs, les Oui. Perses, les Mésopotamiens, tout ce que vous voulez, de tous ces voyages, les Japonais, le machin. Deuxième jour, elle a fait la planète, avec les strates de la planète. Et puis troisième jour, eh ben, elle a créé quelque chose qui était elle aujourd'hui. Oui. Inédit. Inédit, voilà, et tous les gens, ils disaient, mais tu sors ça d'où, ta créativité autour d'elle? Elle dit, en fait, je sais pas, c'est juste là. Et elle me disait, moi, je trouve ça, c'est exactement la même chose que vous venez de dire sur l'écriture, c'est le bloc de terre qui choisissait, elle voyait les formes à l'intérieur de son bloc de terre. C'est intéressant parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, on a déjà diffusé l'émission, le professeur de psychiatrie Pierre-Alexis Geoffroy, qui est un expert mondial du sommeil. Oui. Et il disait que dans des expériences du sommeil, il y a des expériences inédites, c'est-à-dire qu'il y a des idées, on ne sait pas en fait d'où ça vient. Et elles émergent Bien de sûr. cette manière-là. Oui, bien sûr. Et vous, dans l'ouvrage, vous en parlez du sommeil, des potentiels singuliers, qui est aussi particulier. Tout à fait. Et tout à fait, on n'a pas les gens au potentiel n'ont pas les mêmes nombres de cycles de sommeil. L'architecture du sommeil, finalement, va se modifier à l'adolescence, pas au même rythme et pas de la même façon que chez les adolescents neurotypiques. Donc oui, on a une architecture un peu particulière. Et puis, ce que vous dites, moi, ça m'évoque l'intelligence intuitive que j'utilise beaucoup. C'est un concept que j'utilise beaucoup. Et qui, aujourd'hui, finalement, on peut dire, alors il y a l'intelligence intuitive, il y a le double quantique, il y a je parle aux ancêtres, il y a, on peut mettre plein de choses derrière. Moi, je mets l'intelligence intuitive, c'est plus rationnel finalement. Mais globalement, c'est ça, c'est vous parlez à votre cerveau, le soir en vous couchant, vous dites coucou, donne-moi une idée, entre guillemets, et le matin, on se réveille, vous avez votre idée résolue. Et ça marche très très bien. Ouais, très bien. Parce qu'il se passe des choses en bruit de fond. Encore une fois, notre cerveau, il vit avec nous, donc il nous connaît. C'est nous, mais c'est pas nous exactement. Il y a différents degrés de conscience et d'accès à la conscience neurologique, je sais pas si on peut dire comme ça. Et pour le coup, il travaille en bruit de fond et il nous donne des solutions quelque part. Ah ouais, c'est fou. Je me souviens aussi des paroles de Gerda Boysen, qui était, je crois, une disciple de William Reich, qui disait « Le corps a un esprit bien à lui ». Oui. Et cette phrase m'avait marquée parce que ça rejoint un peu ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que c'est rassurant de se dire que on sait, en fait, même si on ne sait pas qu'on sait. Exactement, c'est tout là. à fait juste. On ne sait pas qu'on sait, mais on sait qu'on ne sait pas qu'on sait. C'est ça. Mais c'est ça. Pour s'appuyer sur ça. Oui, et on s'appuie dessus, bien évidemment, on s'appuie dessus. Et là, ça rend les choses, encore une fois, on arrive dans le flow quand on sait qu'on ne sait pas qu'on sait, mais qu'à chaque fois ça marche, quand même. Oui. Puisqu'à chaque fois ça marche. Ça va le faire, en fait. Il y a quelque chose qui fait que... Oui, tout à fait. Oui. Et le corps aussi peut nous parler. Il nous fait ressortir des émotions. On a, je crois, en thérapeutique, en accompagnement, on a beaucoup occulté les thérapies psychocorporelles, finalement. Et on redécouvre que ça a une importance fondamentale. Absolument. Bien sûr. Sur le sommeil, justement, cette architecture particulière, c'est lié à l'activité cognitive elle-même, qui est justement peut-être en ébullition comme ça, ou c'est un état d'être un peu différent par rapport au sommeil? Alors, je ne sais pas si c'est un état d'ébullition permanent. L'architecture du sommeil n'est pas la même, ça on le sait, voilà. Oui. Est-ce que l'ébullition permanente, par exemple, on sait que les parents d'enfants au potentiel reportent un peu systématiquement quand même des problèmes à l'endormissement. Alors là, on peut se dire, c'est la surchauffe du cerveau qui, au moment de dormir, un peu, il est en roue libre, c'est le seul moment qu'il a pour penser. Et donc, l'enfant vous pose tout un tas de questions, vous reparle de sa journée, puis vous dit « Non, mais va dormir, non, mais va dormir, non, mais va dormir, mais non, mais j'ai pas fini, mais non, mais j'ai pas fini. » Donc là, on peut se dire, c'est effectivement la surchauffe cognitive, finalement. Pour les adultes, il peut y avoir ça aussi, s'il n'y a pas de sas de sécurité dans la journée pour réfléchir un peu. Mais il y a aussi, je crois, vraiment ce lâcher-prise, en fait. Je ne sais pas si c'est la surchauffe ou si c'est l'activité. Le cerveau, en fait, il est là pour penser. C'est un organe, il est là pour nous envoyer des pensées. Au-delà de gérer la physiologie, son rôle, c'est de nous envoyer des pensées. Donc, on ne peut pas lui dire « arrête-toi ». Ça marche pas. Ça marche un peu minimalement, mais ça ne marche pas tout le temps. Donc, son rôle, il est là, il est de nous faire penser, de nous faire réfléchir. Et c'est bien pour ça, des fois, que... on tourne chèvre, entre guillemets. Quand on ne lui donne pas de nourriture, il va prendre ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose, puis il tourne en rond et il ronge son os. C'est très délétère. Oui, c'est délétère. Mais oui. C'est en ce sens aussi que les potentiels singuliers peuvent être des éclaireurs, comme vous les appelez. J'aime beaucoup ce terme, parce qu'il y a vraiment, quand même, ça pose la question du lien avec la conscience.
Oui, bien Parce sûr. que la conscience, aujourd'hui, personne, c'est le problème le plus épineux sur lequel tout le monde se casse les dents. Parce que comment définir la conscience ? Est-ce qu'elle est matérielle, immatérielle, d'où vient-elle, etc. Nous, on ne va pas rentrer aujourd'hui là-dedans. Mais cette idée d'hyper-préscience, d'hyper-conscience, en tout cas d'un certain nombre de potentiels singuliers, on pourrait mettre les artistes là-dedans. Tout à fait. Parfois, certains disent, Au j'ai Québec, l'impression les artistes font Ouais. partie des hauts potentiels systématiquement. Parce Par qu'ils ont exemple, l'impression, bien mais sûr. parfois ils disent, j'ai l'impression de downloader quelque chose, Oui. c'est-à-dire que je ne sais pas d'où viennent ces idées, Tout à fait. Tout à fait, bien sûr. Et Bien en sûr. ce sens, ils peuvent être visionnaires, éclaireurs, avoir un temps d'avance. Oui, bien sûr. Alors moi, j'attribue ça toujours à l'intelligence intuitive, mais peu importe. C'est de dire que finalement, oui, ils sont un peu précurseurs, ils sont avant-gardistes, ils sont novateurs, comme ils perçoivent un peu avant les autres les signaux faibles, eh bien, ça leur permet de proposer des choses avant les autres finalement. Et ça, on le constate régulièrement. Ils captent l'air du temps, comme on dit. Ils captent l'air du temps. Tout le monde finit par arriver au même résultat. Les signes, ils sont là dans l'air, mais eux, ils les assemblent peut-être plus rapidement. Vous distinguez, d'ailleurs, vous parlez de beaucoup d'intuition, c'est vraiment intéressant que vous distinguez un peu de l'hypersensibilité. En quel sens ? Alors, je pense Ou de l'hypervigilance, souvent, qui peut être accompagnée d'anxiété. Enfin, pas forcément distinguer, mais en tout cas d'y voir plus clair, peut-être. C'est-à-dire que la personne intuitive, entre guillemets, est forcément hypersensible. Un peu, l'intelligence intuitive, c'est vous avez le grand angle de l'appareil photo. Donc vous voyez en même temps le petit côté là-bas, le petit côté là-bas. Et tout ce qu'il y a au milieu, la caméra, le machin, tout ça. Bon. Comme vous voyez tout en même temps, vous ne pouvez pas verbaliser, on n'a pas la conscience verbale de la tasse, le micro. On peut pas un mot, c'est un après l'autre, donc on ne peut pas prononcer 10 en même temps. Oui. Donc j'ai cette conscience un peu diffuse des éléments qui sont là, et je les vois en bruit de fond. Tous ensemble, le grand angle de l'appareil photo. Donc. Oui. Et donc mon cerveau, il voit tous ces éléments, il va faire gling, 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 il assemble le puzzle et il dit pouf, voilà ce qui se passe. On est en train de faire une interview. Bon. Ça, il est en train de faire ? On est en train de faire une interview. Oui, parce c'est que, ça. Voilà, tout à fait. Peu importe, je dis le résultat, n'importe quoi. Oui. Voilà, parce que j'ai le grand angle de l'appareil photo, mon cerveau prend ça et ça me dit une solution. Mais donc pour que ça fonctionne, il faut que je vois les petits côtés, parce que sinon je vais perdre la moitié des éléments. Et donc mon raisonnement sera faux. Et mon résultat sera faux, justement. Et en fait, le neurotypique fait la même chose, mais en séquentiel. Il part de là, et puis il va là, il voit la tasse, il voit le micro, il voit la caméra, l'un après l'autre. Et donc, il donne la même conclusion, mais en ayant balayé. Oui. Ce qui fait que lui, il peut avoir, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais les œillères du cheval, et il tourne comme ça. Parce qu'il voit un élément après l'autre. Alors que l'hypersensible, en tout cas, il a cette vision panoramique. Et c'est bien pour ça que les deux sont liés, en fait, hypersensibilité et intuition. Oui. Sans hypersensibilité, on ne peut pas être intuitif, en fait. Bien sûr. C'est un peu simpliste et simplificateur, mais c'est un peu ça le principe. Et dans ce que vous décrivez, il y a vraiment cette notion quand même temporelle de macro et micro qui sont réunis en même temps, alors que dans le neurotypique, il y a plus des séquences, en fait. C'est plus découpé. Il y a plus des séquences, effectivement. Oui. C'est plus découpé, entre guillemets, parce que quand vous voyez comme ça, vous êtes obligé de faire tourner la tête pour voir toutes les choses. Quand vous avez tout en même temps, effectivement, c'est du macro. C'est vraiment super passionnant. Chez ces potentiels singuliers, j'aime beaucoup les appeler comme ça. Je ne suis pas en burn-out parce que j'ai trop travaillé, mais parce que j'ai aussi trahi mes valeurs. Oui. La notion du sens, et ça vous le répétez aussi dans l'ouvrage, est très importante. Oui. Même si on n'en a pas conscience, forcément, la personne n'en a pas toujours conscience, mais en tout cas, elle a besoin de trouver du sens, en fait, ou d'avoir du sens. Oui, d'en trouver quand il n'y en a pas, mais elle a besoin de sens en permanence. Et souvent, ce sont des gens qui finalement, en fait, chez qui on se rend compte en fait, qu'ils n'ont jamais transigé avec ça depuis tout petit. Donc peut-être ça a été compliqué, ils ont peut-être eu le sentiment de se perdre, mais globalement, ils ne savent pas faire autrement. Et en même temps, si vous voulez, moi, il y a des études, j'aime bien les études aussi, parce que ça pose les idées quand même. Et on sait que pour un haut potentiel, le sens est indispensable. Sinon, c'est très, très compliqué de fonctionner. Pour le neurotypique, ce n'est pas indispensable. Mais si vous lui donnez du sens, ça facilite sa vie. Donc, ce qui est vrai pour un neurotypique, finalement, c'est bénéfique pour un neurodivergent, c'est bénéfique pour un neurotypique. Et ça, on le sait, par exemple, donner du sens à un enfant à l'école, ça marche beaucoup mieux. Et l'étude à laquelle je pense, c'est qu'il y a eu comme ça une recherche où on demandait à des gens de plier des petits papiers dans des enveloppes. Toute la journée. Oui, pénible. 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 Le soir, ils étaient un peu fatigués, puis ils avaient juste envie de tirer au flanc et de rentrer chez eux. Oui. Vous prenez les mêmes gens, vous leur demandez toujours de plier des petits papiers dans des enveloppes, sauf que, je ne sais plus le détail, mais peu importe, c'était en gros, vous pliez la lettre du Père Noël pour des enfants dans des camps de réfugiés. Et bien là, ils sont plus fatigués, puis il reste 15 heures.
tout confondu, neurotypique, neurodivergent finalement. Donc ce que ça veut dire, moi j'aime bien finalement de dire que, et c'est pas du tout pour dire qu'il faut être prétentieux, que c'est eux qui vont... moi je vois des gens qui me disent « Ah mais oui, mais on est les émetteurs de demain, c'est nous, les autres c'est des crétins. » Mais non, pas du tout, c'est tous ensemble. C'est pas ça du tout, mais c'est de dire que effectivement, ce qui est indispensable au potentiel, c'est bénéfique pour tout le monde. Et c'est ça qui est important, et pas de dire mais c'est des prétentions, des machins, mais non, c'est juste qu'en fait, vous, ça va vous faciliter la vie à tout le monde. En revanche, vous dites attention au bore-out, c'est-à-dire que si vous voyez des signaux faibles, qu'à un moment donné, les enveloppes, ça commence à être... Enfin, je caricature. Il n'y a que des enveloppes et il n'y a rien derrière. Voilà. J'ai beau essayer de trouver du sens, mais je commence à buter. Là, il faut peut-être se poser la question avant d'aller... de faire autre chose. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je le disais en intro, beaucoup de potentiels singuliers se sentent trop rapides, trop sensibles, trop exigeants. Comment est-ce qu'ils peuvent sortir du trop pour dire... finalement, on est tous trop quelque chose dans la vie. Ou personne n'est trop, d'ailleurs. Moi, j'aime dire personne n'est trop. En fait, c'est trop par rapport à un référentiel. Ça va paraître peut-être simplificateur et un peu péjoratif pour des neurotypiques. C'est pas du tout mon propos. En fait, si je prends le test de QI, par exemple, pas du tout pour parler du test, mais pour vous répondre à votre question... les neurotypiques, en gros, dans le test de QI, vous avez des questionnaires et ça vous donne des points et vous avez des notes qui vont de 1 à 19. Voilà. Le neurotypique, par définition, c'est par exemple qui le dit de neurotypique, il a 10 partout. Au potentiel, il est au minimum à 14. Alors, est-ce qu'à l'école, on vous dit que 14, c'est trop et qu'il faut aller à 10 ? Pas vraiment. Vraiment. Pas vraiment. Et bien là, en fait, donc ils ont 14, 15 minimum en degré de langage, en rapidité, en mémoire, en inactivité. Donc on dit t'es hyperactif, je sais pas. En conscience, en tout ce qu'on veut, en valeur, etc. Enfin, voilà, tout leur continuum, en gros, sont à 14. Le neurotypique, par définition, il est à 10. Ce qui est une vue de l'esprit, ça n'existe pas non plus un neurotypique d'ailleurs, mais peu importe. Mais donc, on ne va pas dire à l'école que 14, c'est trop. Pourquoi dans ces domaines-là, en fait, on dit t'es trop actif, il faut que tu reviennes à 10. Moi, ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas trop actif, c'est que les autres sont hypoactifs, en fait. Si vous partez au bout de la planète, excusez-moi, moi, je ne vais pas rester dans ma chambre d'hôtel jusqu'à 14h à dormir, faire la grasse mat. Si je vais au bout de la Terre, c'est pour visiter. Et est-ce qu'on va me dire, t'es hyperactif ? Alors, on peut me le dire, je ne sais pas, mais en fait, c'est juste du bon sens, finalement, j'ai envie de dire. Et si je pars au bout de la planète, c'est encore une fois pas pour payer une chambre d'hôtel, je ne sais pas combien, et des billets d'avion, pour rester à dormir. Ça n'a pas de sens. Tout est une question, en fait, de point de vue et de perspective. Exactement, exactement. Donc, c'est pas trop. C'est trop par rapport à un référentiel qui, de base, est à 10. Mais ce référentiel de base, il faut bien dire, il n'existe pas. C'est pour ça que je dis c'est limite péjoratif, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, personne n'est à 10 réellement. Ça n'existe pas. C'est vraiment intéressant. Et ma question tout à l'heure m'est revenue, c'était par rapport à la physiologie, en tout cas, du cerveau ou de la constitution des potentiels singuliers. Vous citez, je crois, une étude qui parle de la grossesse et qui montre un lien avec les œstrogènes, notamment. Je ne sais pas si vous... Oui, je ne me souviens plus le détail, mais on a effectivement des recherches qui nous disent que la quantité d'estrogène pendant la grossesse aurait un impact sur le développement du cerveau et l'apparition du potentiel, effectivement. Oui. Alors, je trouve ça très intéressant. Je fais des passerelles un peu bizarres, mais... Comme en ce moment, on parle quand même beaucoup d'hormones dans le monde, et notamment aussi avec les femmes. Et j'ai interviewé Lisa Mosconi, je n'arrête pas de la citer, avec son livre, où elle dit au début de son livre « Non, vous n'êtes pas folle, c'est juste que vos fluctuations hormonales viennent tellement percuter votre système cognitif que vous vivez l'enfer ». Que du coup, on se pose quand même la question de la plasticité avec les hormones chez les potentiels singuliers et même dans la vie. Oui, même dans la vie. Et on sait que les hormones, par exemple... Quand on pose des diagnostics de TDAH, on pose la question est-ce qu'il n'y a pas un trouble hormonal, par exemple, parce que ça peut aussi avoir un impact sur la concentration, tout simplement. Donc oui, les hormones, elles ont un rôle à jouer dans notre vie à tous, et on découvre, on ne sait pas exactement tout, mais effectivement, on a des indices qui diraient que selon le taux d'hormones dans la croissance, on va avoir différents profils. Alors, allez pas prendre des hormones pendant la grossesse pour faire des petits génies. Je pense que ça va marcher, évidemment. C'est pas du tout ça ce qu'on veut dire, mais oui, effectivement, il y a tout. En fait, si vous voulez, c'est que, encore une fois, le monde, il n'est pas, et nous les êtres humains et tout le monde, on n'est pas juste un bout de ça, un bout de ci, c'est multifactoriel et on découvre un peu chaque jour de nouveaux facteurs. Sur le TDAH, par exemple, moi j'ai vu un article il n'y a pas longtemps disant que peut-être on aurait des phases de sommeil chez les TDAH pendant la journée. Que les phases de récompense ne seraient pas les mêmes. Voilà. Donc on a autre chose que juste on a des hypothèses tous les jours qui arrivent et qui
qui enrichit, c'est complexe. C'est complexe, c'est passionnant, mais c'est complexe. Mais c'est complexe, oui. Il y a aussi cette théorie de la désintégration positive de Dabrowski. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez envie de nous expliquer, je trouve que ça parlera à beaucoup. Parce que souvent, on est figé dans la perception de notre construction aussi mentale. Oui. Et ça revient aussi à ce que disait de la conscience. En fait, la conscience, moi j'aime bien cette image, je ne sais plus qui était ce philosophe grec, qui disait qu'en fait, c'est comme si on se baigne à un endroit du ruisseau, demain je me baigne au même endroit du ruisseau, je ne me baigne pas dans la même rivière, parce que ce n'est pas les mêmes gouttes d'eau, et que notre conscience, en fait, elle est en flux permanent. Et donc, entre aujourd'hui et hier, je ne suis plus la même personne, donc ma conscience non plus, etc. Et la désintégration positive, Dabrowski est un psychologue des années 50, donc ce n'est pas tout jeune. Finalement, lui, il a formalisé ce concept de désintégration positive. En fait, alors il faut l'élargir un peu. C'est de dire, à un moment donné, on se prend un écueil, un traumatisme, et les traumatismes, c'est 70% des gens, donc c'est beaucoup. Donc on vit un traumatisme. En gros, on a 3 façons de rebondir. On a la dépression, où on est désintégré, et on reste désintégré, finalement. La désintégration, c'est quoi ? C'est une forme de décompensation ? C'est quoi ? Non, c'est à un moment donné, finalement, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus par quel bout prendre. On est désintégré. C'est un terme clinique, la désintégration ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Un peu, moi, j'ai un monsieur comme ça qui m'a dit, en fait, ce que vous dites, c'est comme le Rubik's Cube. Et moi, j'aime bien son image du Rubik's Cube. C'est-à-dire, le Rubik's Cube, on l'a, et hop, on l'a jeté dans le mur. Donc, il est désintégré. Et il y a plein de petits bouts par terre. D'accord. Donc, on peut soit laisser les petits bouts par terre, voilà. Puis à un moment, on va remonter, mais à un moment, on est désintégré, les petits bouts sont par terre. On peut être résilient. On prend les petits bouts et on refait le Rubik's Cube. On repart à l'identique. Et puis, on peut... c'est la désintégration positive de M. Dabrowski qui est liée à ce qu'on appelle la croissance aussi post-traumatique, dont on ne parle pas assez souvent. Je reprends mes bouts de Rubik's Cube, pas tous. Je vais en laisser par terre parce que des trucs, le costume que j'avais il y a 10 ans, il j'ai nos entournures, je ne vais pas le remettre, des bouts de ma personnalité, c'est plus ça, c'est plus ci. Donc je laisse des petits bouts, je refais mon Rubik's Cube, mais pas le même, et puis je laisse des petits trous pour qui je vais être demain. C'est ça la désintégration positive, c'est je me réintègre en ayant grandi en conscience. Et moi je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent, on nous dit oui, t'es désintégré, redeviens qui t'étais, etc. Mais non, pas du tout. On grandit par, un peu comme notre rivière tout à l'heure dont je parlais, et on grandit en permanence en fait. Mais c'est vraiment intéressant parce que ces réorganisations psychiques évolutives, elles ont vraiment on voit vraiment que... Alors ça demande quand même une forme d'adaptabilité, de flexibilité, et certains en sont capables et d'autres moins. Oui, c'est vrai. Ça demande des petites remises en question. Ça demande. Et je ne parle pas de volonté d'ailleurs. Non, pas du tout. Ça demande, des remises en question. Ça demande de se dire que les épreuves, finalement, on en sort grandi et on en sort une meilleure version de nous-mêmes. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde dans les mêmes moments de vie. Il y a des moments où on en sera capable, d'autres on n'en est pas capable. Mais objectivement, ça fait grandir. Bien sûr. Alors, vous dessinez une utopie, mais qui est comme toutes les utopies, on voudrait qu'elles adviennent, qui est vraiment cette rencontre entre neurodivergents, neurotypiques, et finalement, peu importe tout ça, mais c'est ce que vous dites, ce collectif humain qui, à un moment donné, qu'on puisse faire une place à une forme, à toutes les intelligences, toutes les singularités. C'est pas évident quand on voit ce tableau, et en même temps, c'est ce qui fait le corpus humain. Oui, et en même temps, je trouve que c'est quand même un peu évident finalement. Et c'est pour ça que moi j'essaye de prendre des exemples. On en parlait de métaphores, d'analogies, de tout ce qu'on veut. Mais prenez une brigade culinaire. Le pâtissier, il ne va pas remplacer le poissonnier, etc. Prenez un orchestre, on ne va pas demander au violon de jouer de la trompette ou de la grosse caisse. Le corps, nos organes. Oui. Nos organes, tout à fait, on ne demande pas exactement. Et donc, en fait, tout ça est déjà collectif, finalement. Et l'intelligence, elle a des systèmes collectifs dans l'armée. Il y a plein d'endroits où c'est déjà collectif et où ça fonctionne. Et donc, pour moi, c'est une évidence, et ça existe déjà. Et c'est d'autant plus une évidence, si vous voulez, qu'en entreprise, on sait que des équipes neuro-inclusives, où il y a tout type de profil, finalement, toutes les intelligences mélangées, vont permettre de faire gagner jusqu'à 150% de chiffre d'affaires à l'entreprise. C'est pas rien. Mais ça veut dire que chacun va aller un peu découvrir comme il fonctionne pour mieux comprendre l'autre. Oui, bien sûr, ça veut dire Ça ressemble à quoi, par exemple, des entreprises neuro-inclusives ? Ça ressemble à des entreprises où finalement chacun va utiliser ses forces, où il y en a un qui peut-être va travailler de chez lui, l'autre qui va faire des interviews vidéo, l'autre qui va aller creuser sur des systèmes, qui va faire la bibliographie avec du papier, l'autre qui va je sais pas quoi, et puis tous ensemble ils mettent ça en commun.
Et ça veut dire qu'il faut se connaître, reconnaître l'autre aussi dans Il faut sa se différence. connaître. Dans sa différence, pardon. Oui, mais pour se connaître, il faut accepter que les différences, elles font partie de la vie, justement. Et que, par exemple, dans une école, aujourd'hui, on voit bien tous les profils neurodivergents sont reconnus comme ayant des besoins éducatifs spécifiques par l'éducation nationale. Ce qui veut dire que, pour le coup, les enseignants doivent proposer des aménagements. Donc, on a des aménagements pour tous les troubles des apprentissages, le dyslexique, le dyscalculique, le dysmachin, le dyspraxique, voilà, le haut potentiel, l'autisme, le TDAH, celui qui est anxieux. Ça veut dire qu'en gros, sur 30 enfants d'une classe, chaque enfant doit bénéficier d'aménagements. Et c'est pas jouable. Par contre, si on utilise des protocoles un peu différents, où on s'appuie sur chacun, eh bien, au lieu d'avoir la copie pour écrire la leçon d'histoire à la fin, on va faire une exposition sur la Révolution. Oui. Et donc, il y en a un, il va être le scénographe, l'autre, il va être le geek sur son ordinateur, l'autre, il va venir vous interviewer, l'autre, il va dessiner les maquettes. Et à la fin, c'est tous ensemble, c'est collaboratif. Ce qu'avait très bien compris Maria Montessori quand je vous entends, hein. C'est-à-dire que c'est pas le système qui est au cœur, mais finalement l'enfant qui est au cœur du système, et sans pour autant qu'il devienne l'enfant roi. C'est là où il y a beaucoup de confusion dans les curseurs. Voilà, exactement. C'est pas un enfant roi que d'être un enfant qu'on écoute. Oui. Bien, chaque enfant devrait être écouté finalement. Chaque enfant a des forces, Enfin, c'est merveilleux, des enfants. C'est pas des petits monstres quand même. Je fais pas la promotion des écoles Montessori, mais j'ai eu l'occasion dans ma vie d'en observer beaucoup, des classes Montessori, et j'ai toujours été touchée, voire même bouleversée par le silence qui régnait dans ces classes, alors qu'on ne demande pas avec une baguette de faire silence. Non. Mais l'enfant est tellement dans son flot et à sa tâche et dans la tâche qu'il a choisie que finalement, il est tout absorbé. D'ailleurs, elle disait l'esprit absorbant de l'enfant. Et c'est magnifique, en fait, de voir ça. C'est vrai, oui. Oui, donc moi, je suis pas là du tout pour faire la promotion des écoles. Oui. J'ai vu des enfants très bien chez Montessori, d'autres très mal, très bien dans le système public, d'autres très mal. Donc, peu importe. Mais ce que vous dites est très juste. Et c'est vraiment de partir de l'enfant comme étant quelqu'un qui a quelque chose à nous dire et on s'appuie sur lui au lieu de lui imposer. Aujourd'hui, nos enfants, ils vont pas bien quand même. Non. Tout le monde le dit. Enfin, je veux dire, la santé mentale. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps dans une école sur la santé mentale des jeunes. Voilà, c'est multifactoriel. Oui, bien sûr, c'est multifactoriel, évidemment. Oui. Bien sûr, mais c'est difficile. Alors, cette intelligence collaborative vivante, comme vous l'appelez, vous citez d'ailleurs l'exemple de Notre-Dame, de l'orchestre de la cuisine, vous l'avez dit, de l'équipe sportive. C'est intéressant parce qu'il y a plein de modèles qui fonctionnent. C'est vrai que... Bien sûr, il y a plein de modèles qui fonctionnent. Et moi, je vois des gens qui utilisent ces modèles-là. Je pense à une dame que j'ai accompagnée qui avait fait un burn-out. Elle avait été sportive de haut niveau et elle a monté une entreprise, elle est auto-entrepreneur. Et ben, dans son entreprise, elle a reproduit, sans le savoir, vraiment, pas forcément consciemment, le principe d'une équipe de sport. Et ça marche super bien. Bien sûr. Ça, c'est... on peut s'inspirer de plein d'exemples. Mais ça veut dire que chacun aussi, à un moment donné, doit trouver sa place. Oui. Et ça peut être compliqué parce que parfois, certaines personnes se disent moi, j'aimerais être un leader. Et en fait, sa place n'est pas forcément d'être un leader. Peut-être parce qu'on lui vend ça, entre guillemets. La société dit il faudra que tu sois riche, que tu aies l'air bien sur les réseaux sociaux et que tu aies des millions de followers. Et ça, ce sera bien. Mais en fait, chacun doit trouver sa propre place. Oui. Et ça, c'est difficile. C'est pas facile. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a tout ce conditionnement social et toutes ces, je sais pas ce qu'on dit sur ça, mais toutes ces fausses idées de bien-être psychologique qui circulent un peu partout comme étant, faut gagner beaucoup d'argent, faut penser à soi, faut je sais pas quoi, qui sont vraiment contre la santé mentale positive, en fait, tout ça. Et effectivement, il faut lutter contre ça, il faut avoir cette conscience aussi de se dire, c'est quoi ma vraie place? Où est-ce que je suis bien? Oui. Et cette histoire de place, elle n'est pas toujours évidente parce que parfois, est-ce que ma place, justement, c'est une construction en réponse à une souffrance? Est-ce que ma place, en fait, c'est justement parce que j'ai vu un modèle mais qui n'était pas le mien? Qu'est-ce que ça dit de moi, tout ça? C'est pas facile. Oui, ça dit tout un parcours de vie, tout un chemin, tous des événements de vie qui ont été là, tous les modèles, etc. etc. Sauf qu'à un moment donné, quand on ne va pas bien, je crois que c'est ça la clé. C'est de se dire, si je ne suis pas si bien dans mes baskets, ça gêne aux entournures, je me pose 2 minutes et demie et j'essaye de faire quelque chose. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde n'en est pas capable non plus. Bien sûr. C'est important de le redire ça, parce que cette idée de capacité, sinon on retombe dans une injonction où la résilience devient une injonction alors qu'elle est un processus. Et on sait que chez certains, le processus n'est pas là, en fait. Les conditions ne sont pas réunies. Non. Et c'est bien pour ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, de savoir ce que c'est un neurotypique, ce que c'est un neurodivergent. Donc moi, je grenouille un peu dans les trucs de neurodiversité. Et je me souviens une dame on peut qui imaginer. Un peu des fois. Alors on voit un peu les mêmes gens des fois, mais peu importe. Mais voilà, je grenouille un peu dans ces milieux-là. Et il y a une dame qui me dit, mais enfin, pourquoi tu veux inclure les neurotypiques dans les neurodivergents?
Je dis parce que les neurotypiques, d'abord, ils sont 70% de la planète. Oui, vous le dites dans l'ouvrage. Mais oui. Et moi, je trouve que c'est une anecdote très très drôle. Dire mais comment ça, les neurotypiques, c'est à cause d'eux qu'on va pas bien. Je dis, oui, mais enfin c'est des gens quand même, c'est des gens. Et puis elle est partie un peu en grochonnant. Puis elle est revenue après, elle me dit mais en fait, tu sais, t'as raison. Alors moi je m'en fiche d'avoir raison, c'est pas ça, mais ça me semble juste du bon sens de dire on va pas tuer 70% de la planète, c'est idiot. Ça n'a pas de sens et c'est contre les valeurs que prônent ces gens-là en même temps. Oui, et puis grâce à votre ouvrage, vous élargissez aussi cette définition de l'intelligence, parce que vous parlez aussi d'intelligence écologique, sociale, géopolitique. Mais oui. Voilà, on n'a pas le temps, puis les gens pourront retrouver dans le livre. En conclusion, on arrive à la fin de cette émission. Quel message avec quoi vous auriez envie de partir ? Moi, j'aimerais dire que, d'abord, pour moi, c'est pas une utopie. C'est vraiment qu'on n'a pas le choix. Alors, pardon peut-être d'avoir employé ce mot. Mais je comprends très bien ce que je veux dire. Et oui, non, mais c'est moi qui dis, c'est pas une utopie, mais pour l'instant, c'en est une. Oui. Mais c'est de dire que la qualité la plus importante, c'est l'acceptation. On accepte chacun tel qu'il est. À partir du moment où ça fonctionne bien pour vous, ça fonctionne bien pour moi, pas de la même façon. C'est quoi le problème ? Il n'y en a pas. Et il ne devrait pas y en avoir finalement. Et quand on est dans cette acceptation, on n'a pas besoin de mettre des étiquettes. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il n'y ait plus besoin de mettre l'étiquette au potentiel, très haut potentiel, très très haut potentiel. On en arrive à ça quand même. C'est un peu ridicule. Excusez-moi, c'est un peu ridicule. Faut bien dire. Mais pourquoi ? On est juste des gens. Et on est juste des gens qui, ensemble, on peut aller créer un monde. Honnêtement, le monde d'aujourd'hui, il n'est pas très très beau. Donc ils sont aussi peut-être une partie de la solution. Moi, je crois. Ces éclaireurs. Oui, parce qu'ils sont un peu... c'est un peu l'image, le canari dans la mine qui sonne, enfin qui se met à chanter quand il entend le coup de grisou, et les mineurs descendaient avec en disant dès qu'on l'entend chanter, hop, on sort et ça nous sauve la vie. C'est un peu ça, c'est un peu prétentieux, présomptueux ou ce qu'on veut, mais c'est pas du tout le cas parce que ce sont souvent des gens très très humbles. Les hauts potentiels, c'est de dire mais puisque moi je peux voir un peu en avant. Appuyons-nous sur ma vision anticipatoire, comme le canari. Mais le canari, peut-être, il le laissait mourir dans la mine, ça, l'histoire ne le dit pas, on ne sait pas. Mais voilà, c'est de se dire, puisqu'il y a des gens qui un peu savent de quoi demain est constitué, pourquoi on ne les écoute pas ? Pour construire une société plus inclusive, en fait. Oui, c'est ça votre Mais message. oui, c'est ça. Merci en tout cas de le porter haut et fort et ô combien les gens aiment vous écouter. Vous devriez, je crois, écrire un livre de métaphores tellement elles sont incroyades et très sympas et permettent vraiment de comprendre comme ça de manière très imagée. C'est le but de la métaphore. Mais oui. L'expression de votre idée. Donc c'est génial. Merci infiniment. En tout cas, je rappelle ce livre en attendant le livre sur les métaphores. Celui-ci s'appelle Les potentiels singuliers. Ils sont la solution, point d'exclamation. C'est un pavé aussi dans la mare. Béatrice Millettre, merci beaucoup. Merci à vous, avec grand plaisir. Ouais, c'était vraiment super. J'ai beaucoup apprécié. Si vous voulez comprendre la neuroatypie, le haut potentiel, on avait déjà fait une première émission qui s'appelait « Comprendre la neuroatypie et le haut potentiel » avec la docteure en psychologie Béatrice Millettre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ou aux plateformes sur lesquelles vous nous suivez, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. C'est gratuit, c'est instantané. Pour nous, c'est vraiment important. C'est ce qui permet à Métamorphose de continuer à exister, de diffuser des conversations toujours plus inspirantes. N'hésitez pas à le partager, même par WhatsApp, à 2 ou 3 de vos amis. Il pourra évidemment leur plaire aussi. Merci infiniment pour votre soutien, tous vos commentaires et tous vos partages. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.